Madame n'a plus, il y a eu 3 classes de chaque classe. Moi, je voulais que nous marchions. 2 secondes, il n'avait pas de dit, il n'avait pas de On y va, on y va. Oui, je te ferai. Je suis venu complètement à la là-bas. L'occasion qui nous emmène ici est une occasion, comme vous le savez, est une occasion triste. Et en même temps que ce soit une occasion triste, beaucoup d'entre nous rendent grâce à Dieu quand même pour avoir connu le patriarche. Je ne l'ai pas énormément connu, je l'ai rencontré une fois lorsqu'il était de passage sur Washington. Et ce que l'espace d'un dîner que nous avons passé ensemble chez notre sœur Madame Krabé, l'espace d'un dîner, ce que j'ai pu retenir de l'homme qu'il était, c'est que c'est une source de sagesse. Quelqu'un qui, quoique d'un âge avancé, était réellement jeune à l'intérieur. Et donc je pense que, dépendamment de quelles étaient vos relations avec lui, je pense que tous, nous pouvons tout au moins, j'allais dire, confirmer ce que je suis en train de dire. Le patriarche Adam Yeboah était un catholique. Il était un catholique fervent. D'ailleurs, lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons eu une longue discussion sur le catholicisme et particulièrement sur les communautés nouvelles. Et donc, son fils, j'allais dire Patrice Junior, m'a demandé que je puisse non seulement dire un mot en mémoire du patriarche, mais que également, parce qu'il était catholique, que la famille est catholique et que je le suis, que nous puissions d'une certaine façon recommander son âme au Seigneur.
C'est là notre désir. Mon frère, ma soeur, c'est là notre désir et en même temps, c'est là notre destination. La mort, et nous le disons souvent, la mort laisse les pleurs pour ceux qui restent. Sinon, ceux qui sont partis, si tu les tapes, leur dis revenir, ils vont nous gifler. Ils n'ont aucun désir de revenir. Parce que là où ils sont allés est une beauté infinie. Il est difficile pour nous, de ce côté-là de l'éternité, de pouvoir décrire avec des mots d'homme ce que ces personnes-là qui nous ont précédés sont en train de vivre. Mais, puisque nous sommes dans un contexte chrétien, la Bible nous enseigne, et ça c'est très clair, que les yeux n'ont pas encore vu, les oreilles n'ont pas encore entendu ce que le Seigneur a préparé pour ceux qui l'appellent à lui. Et donc c'est une réalité, parce que nous savons que la parole de la Bible est une parole vraie. Pour ceux qui partagent la foi, bien évidemment. Nous le savons. Et c'est une réalité. Que ce que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous dépasse notre imagination. Nous ne pouvons pas mettre cela en des mots, dans des paroles. Ça dépasse notre imagination. Alors c'est vrai que nous devons, d'une certaine façon, et encore la même Bible nous le dit, lorsque nous sommes dans des moments tristes tels que ceux-ci, nous devons pleurer. Nous devons accompagner également la famille qui est dans ces moments-là avec des pleurs. C'est vrai, cela est normal parce que la séparation fait mal. Mais il ne faut pas que nous oublions que non seulement la personne va dans un meilleur endroit, mais il ne faut pas que nous oublions que nous également, au moment opportun, comme le dit la Bible, au moment fixé par Dieu, nous serons appelés. Maintenant, à chacun d'entre nous de faire le bon choix pour être appelés à être à côté de ces individus-là que nous avons aimés durant notre vie. Nous sommes catholiques, nous sommes africains. Et j'allais dire que quelque part, ce que l'Église est en train de nous enseigner résonne en profondeur dans notre tradition, dans nos traditions africaines. Là où l'Église est en train de parler de personnes comme étant des saints, pour parler de l'Église catholique bien évidemment, des personnes comme étant des saints, c'est-à-dire des personnes sur lesquelles on peut prendre un exemple de la vie, comment vivre notre vie dans la foi. Nous, dans nos traditions africaines, ces personnes-là sont appelées des ancêtres. C'est vrai, tous ceux qui meurent ne sont pas considérés des ancêtres. Mais je pense que si nous sommes ici aujourd'hui, en train non simplement d'évoquer la mémoire, mais de recommander l'âme de notre bien-aimé au Seigneur, et que nous l'appelons patriarche, c'est parce que d'une certaine façon, nous réalisons que c'est un ancêtre aujourd'hui. Alors mon frère, ma soeur, indépendamment de ce que tu es, de ce que tu crois, je pense que ultimement, nous avons une vue sur l'éternité. Il n'y a même pas besoin d'être croyant pour cela. Il n'y a même pas besoin d'être croyant pour cela. Nous avons une vue sur l'éternité. Il y a quelque chose qui, en nous, témoigne de l'éternité. Parce que le corps est en train lui-même de partir de la même façon que toute autre chose sur cette terre. Mais il y a quelque chose en nous, de réel, de vrai, qui nous fait penser, qui nous donne un goût de l'éternité. Donc indépendamment de foi, indépendamment de croyance, nous voulons recommander l'âme de notre bien-aimé, le patriarche Adam Yeboah, à l'éternité dans la félicité. Une félicité aux côtés du Père, une félicité aux côtés des saints et une félicité aux côtés des ancêtres. Amen. Amen. Alors je vais vous demander d'être simplement debout. Et puis nous allons prendre avec beaucoup de respect, beaucoup de respect de la tradition et de la façon de penser de la religion de chacun d'entre nous, on va prendre une minute de silence. Et nous allons penser au moment que nous avons passé avec celui-ci. Et nous allons nous le recommander dans la profondeur de notre cœur à cette éternité de félicité et de bonheur. Et nous allons demander à celui que nous appelons Dieu, à celui que nous appelons Jésus, à celui que nous appelons Allah et que sais-je, à celui que nous appelons Nyamien, c'est après tout, je suis un Apollonien.
Bref, nous allons recommander l'âme de cet individu-là, de ce patriarche-là, à ce gnamien-là, dans le silence. Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Ta parole nous apprend que nous devons te rendre grâce et te bénir en tout temps, en tout lieu. Nous sommes dans un temps et nous sommes dans un lieu. Nous voulons te bénir pour la vie de ton enfant qu'aujourd'hui tu as rappelé à toi. Nous te demandons, Seigneur, puisqu'il a été scellé par les sacrements du baptême et de la confirmation et autres, Seigneur, nous prions, Éternel, que tu le rappelles réellement dans la félicité à tes côtés. Nous prions que d'où il se trouve, Seigneur, il puisse continuer d'intercéder pour sa famille, pour ses enfants, petits-enfants et certainement arrière. Bref, nous demandons, Éternel, selon ta très sainte volonté et dans l'amour que tu as pour lui et pour sa famille, que tu puisses l'accueillir à tes côtés. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom tout-puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens avec nous et nous espérons que la force soit avec toi. Viens parler avec nous ici. Grand-papa Dabolo, nous n'avons pas pu être là pour te dire au revoir à l'occasion de ton dernier voyage. La Covid nous a retenus ici. Loin de tes petits-enfants, tu as souffert seul dans le silence de ta maladie. Je suis sûre que notre présence t'aurait apporté le réconfort dont tu avais besoin pour guérir de ton mal. Cela aurait changé les choses et tu aurais été sans doute encore vivant. Mais hélas, nous avons maintenant nos billets. Mais quoi sert-il si nous ne pouvons plus te voir, Dabolo? Tu nous as donné les meilleurs souvenirs de notre petite vie, qui désormais sera là pour nous distribuer des câlins et des bonbons. Lui qui sera là pour nous désormais visite ici aux États-Unis d'Amérique. J'ai demandé à papa pourquoi tu étais si spécial. Il m'a répondu que c'est parce que tu fonctionnaire parce qu'il dit que il m'a dit que tu as été militaire, même prisonnier même, fonctionnaire, sous-préfet, député, directeur général, conseiller spécial, conseiller économique et social, planteur, président régional de la Chambre d'agriculture, président régional de la commission dialogue, vérité et réconciliation, premier ministre du royaume Abron, même membre du comité de médiation du PDCI RDA, vice-président du PDCI RDA. Il m'a dit qu'avec une telle vie, tu avais fait plus qu'un ministre. Papa m'a dit aussi qu'on t'appelait doyen, alors que tu n'étais pas le plus âgé de ta génération. C'est le signe de la considération
que l'on te vouait. Nous sommes fiers de t'avoir eu comme grand-père. Aujourd'hui, les réseaux sociaux te considèrent comme un héros, un prophète pour avoir tenu certains propos. Tout le monde regrette que tu ne sois plus là au moment où ta prophétie se réalise. Mais c'est comme ça aussi les prophètes. Tu rentres dans l'histoire par la grande porte. La République t'aura beau ignorer. Les drapeaux de notre cœur resteront en berne et pour toujours. Tabolo, les voyages que tu nous as fait faire, nous les gardons comme des précieux souvenirs. Le livre que tu as écrit, institué, sans titre, sans grade, sera là pour nous rafraîchir la mémoire. Tabolo, quand nous irons le 4 août prochain, vers qui irons-nous? Qui as-tu désigné pour te remplacer? C'est dur, Dabolo, très dur même. Je ne peux pas être plus loin. L'émotion est grande. Je vais m'arrêter là avant de pleurer. Parce que je t'ai promis d'être courageuse. C'est toi qui priais pour nous au pied de la voiture à nos retours de voyage. Aujourd'hui, c'est nous qui prions pour toi. Adieu, Dabolo. Merci beaucoup pour ces mots touchants. Juste un petit mot. Il y a eu beaucoup de titres qui ont été nommés. D'ailleurs, quand j'ai reçu le faire-part, j'ai vu la photo, évidemment, j'ai tout de suite compris. Mais il y a tout un ensemble de titres. Il y a un ensemble de titres. Mais il y a un titre ici qui n'était pas sur le faire-part. C'est prisonnier. Ce jour-là, ça, c'est le jour où je l'ai rencontré, j'ai éclaté, j'ai raconté ça plusieurs fois à ma femme. Et il nous dit que quand il était dans la prison là, la prison historique de Côte d'Ivoire là, que nous tous on connaît, quand il était dans cette prison historique là, quelque part un pays, voilà, il dit que lui-même il sait qu'il n'a rien fait. Il dit que quand il se lève le matin, il sait que lui, il ne doit pas être ici, il n'a rien fait. Le lendemain, il s'est réveillé, il dit, mais vraiment, si je suis ici, c'est que j'ai fait quelque chose. Si je suis là, c'est que j'ai fait quelque chose. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui a continué de me faire rire. Parce que je me suis dit, ça a été certainement l'expérience de beaucoup d'entre eux qui sont passés par cette prison-là. On rend grâce à Dieu. Après cela, Dieu merci, les choses se sont régularisées. Et puis bon, les gens ont continué à vivre leur vie. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un mot venant de la famille? Non? Non? Ok, d'accord. Donc on va demander au DJ de nous mettre quelque chose. Je pense, à moins que... on va ouvrir le truc, c'est ça? Tu avais dit qu'on allait ouvrir quelque chose, on va ouvrir quelque chose à manger aux gens bien avant. Dans la maladie, Jésus, tu restes Seigneur. Même dans la maladie, Jésus, tu restes Seigneur. Oh, même si le monde m'abandonne, Jésus, toi tu restes Seigneur. Et comme Yannick le disait tout à l'heure, le volet de la prison qui ne fait pas partie de cette vidéo. Et je voudrais, si vous le permettez, expliquer un peu. Je pense qu'il vous a laissé sur votre soif. Alors, en ce qui concerne la prison politique d'Assabou,
Il faut dire que le patriarche a été le premier Ivoirien à porter le grade de sergent-chef, de sergent de Côte d'Ivoire. Comme vous savez, c'était le colon qui avait qui dirigeait l'armée de Côte d'Ivoire dans les années 60 et en 63 quand on devrait faire l'ivoirisation en guillemets des cadres ou du moins de l'armée. Donc il fut le premier Ivoirien à porter le grade de sergent. Et il était en fonction à Boisseau quand un jour il nous a dit que c'était un jeudi et il était de permanence quand une voiture est venue d'Abidjan pour lui dire que vous êtes convoqué à Abidjan. Il ne savait pas le motif et c'est quand il est arrivé là-bas qu'il a vu qu'effectivement on lui a dit que tu es prisonnier. Bon, alors ils ont été embarqués, ils sont allés à Sabou. Pour ceux qui connaissent Yamoussoukro, je crois que à Sabou c'est où la basilique a été construite aujourd'hui. Donc cette prison a été détruite. Et donc ils sont restés là-bas, je ne sais pas, 1 ou 2 ans après à Sabou, ils sont allés à Tembokro. Et des personnalités comme le président Charles Donvayi, le ministre Bani, vous le savez, hein, je ne peux pas refaire l'histoire. La Côte d'Ivoire, c'est le Diarra qui vient de nous quitter aussi. Ils sont nombreux, ils étaient, je crois, peut-être 200 ou 300. Et donc dans cette prison, ils ont été formés parce que lui, il était le plus jeune de la prison. Il était le plus jeune de la prison de Yamoussoukro et puis de Tembokro. Et il y avait des éminents intellectuels. Et donc il nous a raconté que en fait il a fait son retard en ce qui concerne la science, en ce qui concerne la géographie et tout, parce qu'il y avait des éminents intellectuels qui sont arrivés de France. Vous avez les cadres de la voiture 46. Et donc il y a une partie qui était dans cette prison là, et c'est comme ça que lui vraiment il a été formé. Il nous disait que il fallait enfoncer 7 portes pour pouvoir les voir et les grilles métalliques de la prison leur servaient de tableau et en guise de craie il utilisait le charbon. Et donc le m'a dit quand même, il nous a dit que ça a été une bonne ambiance et même pour faire passer les messages les cônes des papiers hygiéniques leur permettaient de faire passer les messages et autres. Et mon épouse, Madame Yeboah, son arrière-grand-père aussi était dans cette prison-là. Et donc ses grands-mères aussi leur apportaient des messieurs, de la nourriture et autres, et des messages. C'est comme ça que bon, l'atmosphère était bonne avant. Alors, en 1966, ils ont été libérés. Et donc, lui, il est rentré à la fonction publique. Et ensuite, il a passé le concours de l'ENA. Et il a été premier de sa promotion à l'ENA. Et en ce moment, le président Houphouët-Boigny les a appelés pour leur dire ceci. Et il n'a jamais été las de nous raconter cette partie de sa vie. Que le président Houphouët nous a dit ceci. Il est question pour moi de libérer ma conscience. Je ne vous demande pas d'oublier. Je vous demande tout simplement de me pardonner. Il dit que le président Houphouët leur a dit ça. Lui, il avait déjà pardonné au président Houphouët. Parce qu'il savait la grandeur de l'homme en 1970. Il était encore tout puissant. Il dit qu'il pourrait nous arrêter, nous mettre en prison, et puis il n'y avait rien. Mais cette l'humilité de ce grand homme-là, hein, même malgré qu'il ait fait 3 ans, et il a tout de suite pardonné au président Houphouët. Et le président Houphouët a demandé à tout un chacun est-ce qu'il pouvait les aider et tout. Il a dit non, monsieur le président, je crois qu'il sortait de l'ENA. J'ai été affecté sous-préfet, donc vraiment, je pense que j'aurai une carrière administrative. C'est ainsi qu'il a été affecté à Fresco, sous-préfet, comme sous-préfet dans les années 71. Et ensuite, nous avons fait passer 2 ou 3 ans là-bas, et c'est la première fois que moi j'ai fait les bancs. Et c'était, comme on le disait à l'époque, école bénévole à Fresco. Et en 1975, il a été affecté à Boaké, comme sous-préfet central, ce que l'élément vient de montrer. Et donc nous avons été en 1975 à Boaké.
Et un soir, pendant que nous étions à table, il y a une délégation qui est arrivée de la région du Grand Togo. Et j'ai vu qu'ils se sont entretenus avec le patriarche. Et il est rentré dans la chambre pratiquement avec les larmes aux yeux. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. En fait, c'était des dignitaires, ou du moins des envoyés des autorités coutumières, coutumières de la région qui étaient venus nous dire que nous avons choisi comme tête de liste pour être député à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, avant 80, on ne votait pas les députés. Et il y avait un choix qui était fait dans les régions et qui était proposé au président Houphouët. Et c'est comme ça que bon, les beaux-parents viennent vous informer que bon, on vous a pris comme tête de liste. Il avait pensé à tout sauf à faire de la politique. Tout. Il lui restait 2 mois pour être préfet en 1975. Paix à son âme, le préfet Léon Konakovi, voilà, le ministre Léon Konakovi était préfet en ce moment à Boké. Donc il y avait un poste vacant et la promotion, le patriarche devrait avoir une promotion seulement dans 2 petits mois. Donc vous comprenez un peu comment il était embarrassé. Et puis ensuite, quelqu'un qui n'aurait jamais pensé à faire de la politique, vos parents viennent vous choisir pour aller prendre les rênes de la députation dans votre région. Mais dans un premier temps, il était angoissé. Il a pris sa voiture, je crois, le lendemain pour aller à Abidjan. Il allait rencontrer le député sortant. Et dès que le député l'a vu venir, il a refermé la porte sur lui, la porte de sa résidence. Mais il ne savait pas ce que le patriarche venait le dire. Bon, je comprenais aussi que dans la politique, bon, quelqu'un t'a remplacé et tout, tu n'es pas content, donc il boudait un peu. Et puis il y avait cette frustration. Il dit, mais papa dit, mais il ne savait pas ce que je vais lui dire. En fait, il venait lui dire que dans une région, et c'est un peu comme ça, son cœur était. Quand il y a une panoplie de cadres, ça fait évoluer, ça fait avancer la région. Alors, moi je suis sous-préfet, je serai préfet dans 2 petits mois. Si on s'entend, toi et moi, on va pouvoir aller convaincre nos parents pour que tu restes député et que moi je devienne préfet, en ce moment-là, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la région qui gagne. Sinon, si moi je suis député, on paie un poste de préfet. C'est ce qu'il partait lui dire. Et puis, le député personnel n'a pas ouvert le chemin, n'a pas ouvert la porte, et puis papa est parti, et puis il a dit, bon, j'ai accepté ce poste-là pour 2 raisons. D'abord, pour ce qui venait de se passer, et puis, non, d'abord, la première raison, c'est que il a dit, ben, aujourd'hui, mes parents ont besoin de moi, certainement pour aider au développement de la région. Si je leur tourne le dos aujourd'hui, et dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, un de mes enfants ou de mes petits-enfants voudrait faire de la politique, on peut lui dire qu'à l'époque, on a demandé à votre papa de nous aider, il n'a pas fait, il nous a tourné le dos. Donc, fort de cette raison-là, il a dit, bon, d'accord, à son corps défendant, il a accepté le poste enfin, du moins, il a accepté d'être tête de liste. Et ça, je ne vous dis pas, je crois que jusqu'à la dernière minute, quand le président Houphouët devrait signer, je ne sais pas si le décret à l'époque et tout ça, son nom avait été barré, avait été enlevé et remplacé par le député sortant. Il m'a dit que c'est le ministre Ekra Mathieu qui a dit, ou bien Philippe Dacier, en tout cas entre les deux. Au moment de la signature, il a dit, mais il y a un jeune sous-préfet là, qui était de liste attendant, mais je ne vois pas son nom. Et c'est à la dernière minute qu'on a barré le nom du député sortant, qui était en fait là-bas, et puis le nom du papa a été écrit. Pour dire qu'en politique, rien n'est jamais gagné d'avance. J'ai rien, jusqu'à la dernière minute. Alors, donc il a été, et c'est comme ça qu'on a quitté Boaké pour aller pour occuper le poste de député, mais c'était sans compter avec des accrochages. Il n'a pas un caractère vraiment d'un politicien, de quelqu'un qui va venir vous dire ce que vous voulez attendre et tout ça. Donc pendant les 5 ans, ça a été un calvaire. Heureusement pour lui, 2 ans, je crois 2 ou 3 ans après, je crois les années 77-78, il a rencontré son directeur général quand il était en formation, en stage, au sorti de l'ENA à Abidjan.
Monsieur Vanache, je me rappelle bien de son nom, un Français. Et donc, Monsieur Vanache lui demande, mais Monsieur Yehoua, mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Il dit, je suis député. Il dit, mais et à côté de ça? Il dit, non, je ne fais rien. Il dit, bon, venez, il y a un poste vacant de directeur à la SICA Auto. Venez faire le texte. Et si c'est, ça s'avère comme client, en ce moment-là, je pense que vous pourrez rejoindre notre bateau. Et parce que vous avez laissé de bonnes traces quand vous aviez fait votre stage au service de l'ENA en 70. Et c'est comme ça qu'il a été du secteur public à la députation et du secteur de la politique au secteur privé. Donc il a été fait le texte, a été concluant, il a été directeur du département poids lourd, après successivement directeur commercial, et puis directeur général adjoint, et puis ensuite conseiller spécial de tout le groupe CFAO. Mais ce que je peux dire dans ce parcours-là, c'est qu'en 80, sur le plan politique, vint les élections. Et en 80, comme vous le savez, la démocratie s'installait, donc on devait voter les députés. Alors, il va faire campagne. Au départ, il n'a pas voulu faire campagne. Et il y a un vieux musulman un de nos, il m'a dit le nom que j'ai oublié, qui est venu à Siofri. À Siofri, à 12 km de là, c'est un département, enfin une préfecture maintenant, je pense. Et donc, il est venu le voir spécialement pour lui dire, mais j'ai appris que tu n'es plus intéressé au poste de député. Ben, un abron n'abandonne jamais ses troupes. Il est venu à vélo, il dit c'est ce que je viens de te dire, et puis il est reparti. Il a pu dire quelque chose, il dit on ne va pas aller faire campagne et tout. Après la campagne, on lui dit qu'il y a ballottage, donc on ne donne pas les élections. Il a dit non, ce n'est pas la peine de donner aux députés sortants. Et le ministre Ekra Mathieu, qui était ministre de l'Intérieur, l'appela pour lui dire que monsieur Yehoua, il y a un poste vacant de privé, est-ce que ça vous intéresse? Il dit non. Et en ce moment-là, au privé, il avait 3 fois ce que gagnait un préfet. Et ça collait avec sa personnalité. Et donc le plan de direction général lui a dit à l'époque, monsieur Yehoua, vous êtes trop pur pour faire la politique. Vous ne pouvez pas faire la politique. Donc depuis 80, il a dit que lui, il n'allait jamais chercher à être élu à un poste de député ou de maire, un poste électif. Je vais occuper un poste électif. Donc il a évolué dans le privé et tout en développant ses plantations. Donc voilà où, entre-temps, il avait commencé les plantations depuis 1973, quand on était à sous-préfet. Sous-préfet de Fresco. Et donc en 80, il s'est installé à Bosso, il a développé ses plantations une dizaine d'années, et jusqu'à ce que en 95, 93, 94, il vient nous dire que bon, je pars à la retraite, il avait 54 ans et tout ça. Mais on dit papa pourquoi? Il dit non parce que pendant 22 ans dans le privé, je me levais, vous me voyez chaque matin, 7h30 du matin, je vais rentrer à 19h. Donc je ne suis plus capable de faire ce rendement-là. Donc je préfère, avec ma conscience, libérer le plancher et laisser la place à nos enfants qui sortent des différentes écoles. Mais je voudrais vous prévenir, surtout les femmes. Depuis les années 70, je n'ai jamais connu le prix d'un véhicule. Je n'ai jamais payé le carburant, je ne sais pas combien ça coûte. Je n'ai jamais. J'ai été, les différentes fonctions que j'ai occupées m'ont permis, du moins les avantages ont permis d'avoir une voiture, d'avoir un entretien de voiture, d'avoir ceci, d'avoir cela. Maintenant, je vais acheter une voiture. Je vais faire l'entretien d'une voiture. Je vais payer une facture téléphonique, etc., etc. Donc je vous demande aux femmes, si dans ma sauce on mettait 10 viandes, mettez-en 5. Si avant on mettait 5, mettez 3. Si on mettait une viande, ne mettez plus rien dans la sauce. Donc vous devrez serrer. Voilà. Parce que les données ont changé. Je vais aller dire aux blancs là que je ne serai plus, que je vais partir. Il va voir les dirigeants de la SICA Auto pour leur dire, bon voilà, je vais faire la fonction et tout. On dit, mais non, on a encore besoin de toi. Il dit, ah non, je ne vais pas attendre que vous n'aurez plus besoin de toi pour partir. Non, moi je pars en plantation. Bon, la SICA Auto
faisait partie des 10 entreprises de la CFAO. La CFAO regroupait, ou bien regroupe, je ne sais plus combien, mais regroupait en son sein 10 entreprises, dont Sari, Sekaoto, MIPA, il y a le côté électronique, il y avait beaucoup d'entreprises, une dizaine. Et donc, lui, il était directeur général adjoint de Sekaoto. Et donc, tout le groupe de CFAO, le conseil d'administration, s'est réuni pour lui dire, bon, monsieur Yeboah, on ne voudrait pas vous laisser partir. Et donc, ils ont discuté. Et bon, ils ont dit, bon, vous allez être le conseiller, pas de la Sekaoto, mais tout le groupe CFAO, conseiller spécial. Il a dit, bon, il va réfléchir. Donc, il a réfléchi, il est venu, il leur a dit, bon, j'accepte d'être conseiller spécial, mais le contrat, on va le faire 1 an renouvelable. Voilà, comme ça, si je ne me sens pas à l'aise, je ne renouvelle plus. Et c'est comme ça qu'il est devenu conseiller spécial du groupe consultant. Et puis, bon, 1 an après, bon, moi j'étais venu aux États-Unis entre-temps, et il m'appelait, il me dit, mais voilà, je viens au bureau mercredi, je pars vendredi au champ, voilà, et des fois, et quand je viens, je traite 2-3 dossiers, je touche 3 fois ce que je touchais avant en tant qu'employé, en tant que directeur général. Bon, et un jour, parce qu'il n'a pas continué, il est revenu de la plantation, il y avait un dossier qu'il a pris, qui a pris tout son temps, et qui était prenant. Pendant 3 semaines, il est resté à Abidjan sans bouger. Il a dit non, si le contrat arrive à expiration dans 1 an, il ne va plus renouveler, parce qu'il veut repartir au champ, et ils savent que les Blancs savent que quand il prend un dossier en main, s'il n'a pas fini, il ne lâche pas. Bon, après 1 an, il n'a pas renouvelé, il est parti de la CFAO. Donc voilà, un peu, là il a continué sa plantation, il a développé les plantations. Mais tout le temps, c'est vrai qu'il n'avait pas un poste sélectif, mais dans le Go-to-Go, il faut dire qu'il était un peu le garant, le conseiller de tous les hommes politiques et de toute obédience, que ce soit le RPI, PDCI, et tous lui vouaient un très 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 grand respect, et il a su vivre sans se compromettre. Et il nous a toujours dit, sans se compromettre, et rester digne et honnête. Et dans ce marigot, ils disent qu'il y avait des ministres qui lui disaient, mais monsieur, comment vous faites pour rester comme ça, comment rester intègre? Il dit, mais parce que je ne suis pas ministre, donc je dors tranquille, bref. Donc voilà un peu, de façon ramassée, la vie du patriarche, un additif à ce que vous venez de voir dans la vidéo. Je vous remercie.